L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Avenue du Congo, plein centre de Bruxelles, dans un hiver froid et sec, au cœur duquel personne n'aime s'attarder. Paul van den Buynans est un homme qui compte en Belgique. Ancien Premier ministre, le politique est une personnalité à part entière. Connu aussi bien pour sa carrière que pour ses frasques, il a été condamné il y a peu par la justice. Pour faux, usage de faux et fraude fiscale. Ouais, sacré pédigré. L'homme, saisi par le mordant hivernal, vient de se garer dans le parking de sa résidence. Au fond des poches de son trench couleur sable, il cherche ses clés. Ses doigts sont frigorifiés, son souffle est gelé. Enfin, du bout de l'index, il effleure le sésame qu'il recherche. Alors qu'il rentre d'une réception, il s'imagine déjà au coin de l'âtre, un bon bouquin à la main. Peut-être se laissera-t-il même tenter par un petit verre. Ainsi seulement. Paul van den Buynans n'a pas été assez prudent. Derrière lui, une ombre vient de l'envelopper. Elle s'apprête à le faire disparaître. Ce soir, un ancien Premier ministre du Royaume va se faire kidnapper. Nous sommes le 14 janvier 1989. Il est aux alentours de 18h25 et c'est l'heure H de mon histoire. Paul van den Buynans? L'homme politique se retourne et n'a pas le temps de répondre. D'un coup sec, voilà qu'on l'assomme. Dans les vapes, à peine conscient, impossible de deviner qui vient de l'agresser. Un homme cagoulé, d'une carrure gigantesque, le saisit. « Vas-y, pique-le !» Il s'adresse à un complice qui n'hésite pas à empoigner fermement la victime. Une seringue enfoncée dans le cou et VDB, comme on l'appelle, est drogué et inconscient. Très vite, une voiture s'avance dans un crissement de pneus qui se mêle au vent hivernal. Dans l'assaut, l'ancien Premier ministre perd la moitié de ses effets personnels. Au sol gisent sa pipe, son sonotone et, plus cocasse encore, l'une de ses chaussures. Autant d'indices qui permettront aux enquêteurs de comprendre demain les circonstances de son enlèvement. Embarqué sans ménagement, l'homme disparaît dans la nuit et la Belgique se retrouve au cœur d'un impensable mystère. Qui a pu enlever un de ces politiques parmi les plus connus? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voilà plus de 24 heures que l'on est sans nouvelles du ministre d'État Paul van den Buynans. L'ancien Premier ministre, en effet, est disparu de son domicile hier soir vers 18h30 et son enlèvement a été revendiqué par une mystérieuse organisation qui aurait pour nom Brigade socialiste révolutionnaire. L'enlèvement a été revendiqué par un coup de téléphone anonyme à la RTBF. Jusqu'à présent, aucune demande de rançon n'a été déposée. Les BSR. L'homme politique a donc été victime d'un groupuscule politique. Il faut agir, et vite, pour sauver un VDB dont il semble impossible à l'heure actuelle de retrouver la trace. Les criminels responsables de son rapt sont déjà loin. Leur planque n'est même pas sur le territoire national et leur courrier de revendication fait mouche. Forces d'enquête et journalistes se précipitent dans la brèche que les ravisseurs viennent d'ouvrir. Dans le même temps, Paul van den Buynans retrouve une partie de ses esprits. Dans le flou, la victime de cette incroyable opération se réveille dans une pièce entièrement plongée dans le noir. L'homme ignore où il se trouve. Lui font face les mêmes figures cagoulées qu'il a pu deviner la veille au soir. « Mais qu'est-ce que vous me voulez ?» demande-t-il, quelque peu affolé. C'est le géant qui se charge de lui répondre. « Ce qu'on veut, VDB, c'est ton pognon. » Cet homme, le chef des ravisseurs, n'a rien d'un dangereux communiste. Sa revendication est un leurre, une couverture. Son mobile, c'est l'argent.
Sa bande fantasme sur la prétendue fortune de Paul Van Den Buynans depuis que son procès pour fraude fiscale a permis d'entrevoir sa mirobolante richesse. Il paraît qu'elle se chiffre en milliards de francs belges. Lorsqu'il a entendu ça, le truand s'est jeté sur l'occasion. Une bonne rançon et il pourra enfin se ranger loin du tumulte belge. Cela fait des années déjà qu'il est en cavale. Le malfrat qu'on appelle le Grand Blond est loin d'être un inconnu du grand public. Bien au contraire, c'est une véritable star. Il s'appelle Patrick Hamers et c'est lui qui tient entre ses doigts le destin de l'ancien Premier ministre. Va-t-il le laisser partir en vie ? À ce stade, aucune certitude. Ce qu'on sait, c'est que la carrière criminelle de cet homme à part est à l'image de l'enlèvement qu'il vient de mener. Elle est jalonnée de gros coups et risque bien de vous estomaquer. Je vous présente Patrick Hamers, l'ennemi public numéro 1 dans la Belgique des années 80. Notre histoire commence bien des années plus tôt. Nous sommes à la fin des 70s, dans une de ces magnifiques maisons bourgeoises de la Flandre occidentale. Dans une salle à manger immense, au parquet grinçant, une famille est en train de souper. Il est tard. Le soleil est déjà au ras de l'horizon. La nuit commence à prendre le pouvoir au dehors. Autour de la table, l'ambiance est si tendue qu'on pourrait entendre les mouches voler. Seul, en bout de tablée, une cuillère en argent dans un bol de soupe fumant, Achille Hamers a le regard des mauvais jours. Engoncé dans un costume 3 pièces en laine de première facture, le magnat du textile a le poing serré. La chevalière autour de son majeur est si comprimée qu'elle semble lui faire un garrot. Proche de lui, sa femme Liliane, les yeux baissés, ne dit pas un mot. Il n'y a personne entre ces murs qui tient tête au patriarche. Enfin, personne sauf l'un de ses fils. Avachi dans une chaise, à l'assise cramoisie, Patrick Hamers, 25 ans. Toise du regard son paternel. Éric, son frangin, assis à l'autre bout de la table, contemple la scène sans s'y mêler. C'est bien simple. On dirait que le quatuor s'apprête à régler ses comptes façon western. Personne n'a encore ouvert la bouche. Patrick vient de rentrer du commissariat, raccompagné par le plus haut gradé du poste. Ce dernier a pris en aparté le chef de famille, lui disant bien que les agissements de son fils ne peuvent plus être couverts. La gendarmerie en a déjà trop fait. Achille Hamers est absolument furieux. L'écume aux lèvres, il confronte son gamin, qu'il aime par-dessus tout. Non, Patrick, tu veux bien me dire ce qui te prend ? Depuis quand on vole des vélos et des motocyclettes dans cette famille, hein ? Non, mais c'est ma réputation que tu engages. Ta mère et moi ne t'avons pas correctement élevé, T'as donc aucun principe ? Les sermons. Le blond à la veste en jean dépareillé en a l'habitude. Cela fait bien longtemps qu'il a appris à tenir tête aux siens, avec condescendance et désinvolture. Oh, c'est bon. J'ai juste voulu rendre service à des copains, y a pas mort d'homme. Ce n'est visiblement pas la vie de son père, qui, tapant un grand coup sur la table avec son poing, se lève et part. Il est suivi de près par sa femme, qui cherche à faire retomber son courroux. Patrick a beau se transformer de plus en plus en voyou incontrôlable, c'est son gamin, et il est aimé dans cette famille. La jeunesse est parfois le royaume de l'ingratitude. La voie tracée pour lui, Patrick Hamers fait le choix de la mettre aux ordures. Les vols de bicyclette, bientôt, ce sera de l'histoire ancienne. Le petit malfrat de bonne famille ne va pas tarder à se transformer en un truand impitoyable, assoiffé de gros coups et d'argent. Ainsi commence pour lui un parcours criminel qui, un jour, va le conduire à enlever un ancien Premier ministre du royaume. Rien que ça.
La carrière de bandit de Patrick Hammers commence par l'insouciance de l'adolescence. Peu convaincu par ce que peut lui offrir un parcours scolaire classique et l'héritage familial, le jeune homme va se fondre dans un nouvel élément, le monde de la nuit. Dans les bars et les clubs, Patrick se fait des amis pas toujours fréquentables et cherche à se faire sa place. Il commence ainsi par de petits vols, surtout de véhicules. Il est réputé pour arroser celles et ceux qui l'accompagnent en drogue ou en alcool, avec l'argent de son paternel. Tout le monde sur les avenues de Bruxelles le connaît. Il est beau, il a la tchatche et surtout, il claque de l'oseille. Bref, dans les milieux un peu parallèles, Patrick Hammers a tout pour plaire. Mais il devient bientôt incontrôlable et ne se contente plus de petits larcins. En 1978, c'est la case prison. Le malfrat est mêlé à une sombre affaire de viol. Il abuse d'une prostituée et écope d'une peine de 3 ans. Il a à peine plus de 25 ans. Derrière les barreaux, il rencontre d'autres bandits qui deviennent ses amis. Le jeune homme sort au bout de 14 mois de détention. De quoi le plonger définitivement dans les bras de la grosse délinquance. Une fois sorti de tôle, Patrick Hammers cherche à gagner de l'argent et il se lance en solo. Début 1981, en subtilisant l'arme de son frère et en présence de son propre père, il fait son premier coup. Il attaque une agence bancaire à Deer Lake et rafle 5 000 francs belges. Mais le bandit se fait prendre quelques semaines plus tard. Il est interpellé et condamné à 2 ans supplémentaires. Son père, présent pendant le vol, est lui aussi inquiété, puis acquitté. Désemparé, celui qui adore ses fils se retrouve au cœur du tourbillon. La justice, qui se veut clémente, relâche le jeune homme quelques mois avant la fin de sa peine. Peut-être estime-t-elle que le fils Hammers est en passe de se réinsérer normalement dans la société. Oui, elle se met le doigt dans l'œil. Le beau gosse ne cherche qu'à accélérer davantage. Il s'isole aussi et tombe dans la dépendance. À l'alcool, mais pas seulement. Le jeune homme devient accro à l'héroïne, au hash, à la cocaïne. Il multiplie les conquêtes et cherche à se distinguer dans le milieu. Ça ne va pas tarder. Le jour de ses 31 ans, Patrick Hammers et 3 malfrats braquent le centre de tri de Herstal. Bilan, une prise d'otage XXL. Des victimes témoignent. Ce matin, nous avons été victimes d'un hold-up avec prise d'otage, coups et blessures. Hold-up assez important qui se monte approximativement à 9 millions. Vers 6h30 ce matin, en arrivant à mon travail, j'ai été pris en otage par une personne. La figure était camouflée, je vais dire. On ne voyait que ses yeux et il était armé d'une mitraillette, quoi. Vous étiez nombreux à ce moment-là? Oh, il y avait certainement une 30aine de personnes dans le bureau, plus ou moins. Et les bandits parlaient français? Oui, ils parlaient français très bien, même. Ils n'avaient pas d'accent étranger, quoi, ni... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ah ben, ils m'ont dit d'entrer, de me coucher par terre, de ne pas bouger, quoi. Quelle impression ressent-on à ce moment-là? Ah ben, je dois dire qu'à ce moment-là, on n'amène pas à l'arche, comme on dit. Hein. Ah, cette fois, c'est clair. Le grand blond est devenu un bandit de première catégorie. Mieux, il ne se fait pas prendre. Sa famille prend ses distances, sans pour autant le renier. Alors Patrick prend la direction du Brabant wallon, entre Grédoisseau, Chaumont-Gistoux et Wavre. Il fréquente l'avenue Louise et s'infiltre de plus en plus dans le milieu. Entre 1983 et 1986, il enchaîne les gros coups et les attaques. Il se radicalise dans ses actions aussi. Il déploie plus de moyens, use de plus de violence. En août 1984, les forces de l'ordre le relient, sans pouvoir le prouver, à l'attaque du bureau de poste de Casteau. L'année suivante, c'est un fourgon postal à Neuville qui aurait été la victime du Grand Blond. Quelques mois plus tard, c'est l'escalade. Nous sommes en novembre 1985. Patrick Hammers et sa bande attaquent un fourgon escorté par la gendarmerie à Verviers. Arme automatique à la main, les malfrats immobilisent les véhicules, neutralisent sans violence les agents.
Mais le chauffeur du fourgon ne veut rien savoir. Non, il ne va pas déverrouiller les portes de son véhicule. Qu'importe, les bandits ont de la dynamite. C'est l'explosion, puis le drame. À l'arrière du fourgon, 2 employés étaient chargés de garder les 10 millions de francs belges entassés. La détonation ne leur a laissé aucune chance. Patrick Hammers vient de faire ses 2 premières victimes. L'indignation est totale dans tout le pays, comme en témoignent ces paroles récoltées sur les lieux du drame. C'est des gens qui ne devraient même plus être défendus. Quand on les prend, on devrait les mettre contre un mur et les zigouiller, parce que moi je prétends, si on les avait peut-être zigouillés à la première opération qu'ils avaient faite, ce ne serait pas arrivé aujourd'hui. Et c'est très difficile pour les autorités d'établir la juste mesure entre la nécessité de ficher, d'enquêter par avance un peu de tous les côtés et de maintenir cette atmosphère de liberté auquel nous tenons dans notre pays. Au cœur de ces années 80, le royaume est à feu et à sang, victime notamment des attaques des tueurs du Brabant. Le Grand Blond y est-il totalement étranger ? Peut-être reste-t-il quelque chose à creuser de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, la bande à Hammers sévit à grande échelle. Elle est composée de professionnels bien connus des services de police, de Philippe Lacroix à Bazri Bajrami, en passant par Kaplan Murat, celui qu'on appelle le roi de l'évasion. Le chef de file peut aussi compter sur Mark Van Damme et Thierry Smars. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une femme, celle qui devient l'épouse de Patrick Hammers, Denise Thiac. Ensemble, ils ne vont pas tarder à donner naissance à un fils. Bien entouré, le truand peut augmenter encore le rythme de ses attaques. Drogenbos, Evert, Lerbeek, Wiesenbeek, Scarbeek, chaque fois, la même cible. Des fourgons de la société Securitas. Les sommes glanées sont impressionnantes et la bande fauche d'autres vies humaines sur son passage. En un peu plus de 7 ans, Patrick Hammers et les siens signent au moins 7 braquages pour 4 morts et un total volé avoisinant les 100 millions de francs belges, ahurissant. Mais cela ne peut pas durer. En octobre 1986, le Grand Blond et son lieutenant, Philippe Lacroix, sont tous les deux arrêtés. Comment se sont-ils fait prendre ? On saisit dans l'une de leurs planques des armes, de l'argent issu d'une action menée contre Securitas et, plus incriminant encore, les clés d'un des fourgons de la société. Pour Hammers, c'est le retour à la case-prison. Il écope d'une nouvelle condamnation. Son plus fidèle ami se retrouve rapidement dehors, préservé par la justice. Dès lors, Lacroix et les autres membres de la bande ne vont avoir qu'une obsession, une seule. Faire libérer Patrick Hammers, coûte que coûte. Août 1987, Louvain. Denise Thiac ne cesse de regarder au-dessus de son épaule, discrètement. La femme de Patrick Hammers est sur un gros coup. Il y a quelques jours, elle a appris le transfert de son époux. De la prison de Louvain, il doit rejoindre aujourd'hui même le palais de justice de Bruxelles. Oh, pour la jeune femme, c'est limpide. Pour le faire évader, c'est maintenant ou jamais. Discrètement, elle entre dans une cabine téléphonique et compose le numéro de Philippe Lacroix. Le grand pote du truand n'attend que son coup de fil pour passer à l'action. Ça ne va pas traîner. Averti, le fidèle lieutenant de Patrick Hammers met les choses en place pour que le coup réussisse. Un seul mot d'ordre, simplicité. Le lendemain au petit matin, alors que le soleil se hisse déjà dans le ciel, un combi des forces de l'ordre quitte la prison flamande. Il est chargé de conduire le prisonnier à la capitale, du moins si tout se passe bien. Lacroix et les autres, évidemment, ne l'entendent pas de cette oreille. En un instant, une berline noire vient se mettre en travers de la route et contraint le combi à s'arrêter. La serrure est canardée. Un agent pénitentiaire, blessé à la jambe, se vide de son sang. Le Grand Blond, lui, n'a rien.
pas une égratignure. Il prend la poudre d'escampette et disparaît dans la nature. La Belgique se réveille choquée d'une telle évasion. Décidément, le truand paraît bien insaisissable. À défaut de le retrouver, on tente de mettre la main sur Denise et sur leur fils, Kevin. Mais peine perdue. Eux aussi se sont sauvés, et la petite famille a quitté immédiatement le royaume. Ils se retrouvent à l'aéroport de Roissy, et armés de faux passeports, prennent le premier vol pour Rio de Janeiro. Direction le Brésil donc, loin des gros coups et des enquêtes, loin de la prison et des juges, enfin, pour un temps. Est-il exagéré de dire que Patrick Amers et sa famille vivent alors la plus belle période de leur vie? Certainement pas. Au Brésil, ils sont comme les rois du monde. Ils peuvent vivre à l'air libre, sans se cacher, dans une maison immense qui se trouve au cœur d'un quartier sécurisé. Mais ça ne va pas durer bien longtemps. Pour entretenir un tel train de vie, il faut de l'argent. Et la bande se retrouve bientôt à sec. Trouver un travail à Rio? Non, c'est pas vraiment le plan, non. Au lieu de ça, Amers décide de se lancer dans une course effrénée, ponctuée d'allers et retours en Belgique. Chaque mois ou presque, il se lance dans de nouveaux braquages. Les autorités nationales ne rigolent pas du tout. Interpol est mis sur le coup. Cette fois, les jeux sont faits. Impossible pour la bande d'échapper indéfiniment à ses poursuivants. Et le grand blond le sait. Plus le choix. Il va falloir mener à bien le coup du siècle. Une prise assez grosse pour tout arrêter et vivre la grande vie pour de bon. C'est à la suite de cette prise de conscience que Patrick Amers décide de kidnapper un homme politique de premier plan. Paul van den Buynans a tout du gros poisson. Enlevé tout près de son immeuble en janvier 1989, l'homme se retrouve au cœur d'une incroyable affaire. VDB est un homme fortuné, très fortuné. Ses déboires avec la justice ont permis de mettre en lumière sa fortune colossale. La bande à Amers cherche avant tout à soutirer une partie du magot. Ils mettent la pression à la famille de leurs victimes et aux autorités. Si elle n'obtient pas gain de cause, la BSR ne va pas hésiter à truander l'ancien Premier ministre. VDB, lui, ne veut pas mourir. Séquestré au Touquet, il donne à ses ravisseurs le nom de ceux qui sont en mesure de délier les cordons de la bourse. Au bout de quelques semaines, un accord est trouvé à hauteur de 63 millions de francs belges. Une fortune colossale. La remise de la rançon se fait à Genève et l'otage est libéré sur le parking de la gare de Tournai à la mi-février 1989. La BSR, la Brigade socialiste révolutionnaire, n'est bien entendu qu'une couverture. C'est la bande à Amers qui se cache derrière cet ahurissant rapt. Et les autorités comptent bien sur l'ancien Premier ministre pour connaître le nom de ses ravisseurs. Mais le bandit est malin, c'est connu. Lors d'une conférence de presse devenue mythique, VDB le racontera avec ces mots. Cagoulé, enchaîné, je n'ai jamais vu un visage humain, je n'ai jamais entendu une voix humaine, et la première personne que j'ai revue est le brave chauffeur de taxi que j'ai trouvé à Tournai. Et c'est le premier que j'ai vu et qui a été mon premier contact avec le retour à une vie normale. Pire, malfrats et otages n'ont jamais échangé un mot. Ce sont des lettres, dactylo, qui ont permis la communication entre les acteurs et la victime de l'affaire. Pas de quoi faire avancer l'enquête, vous en conviendrez.
VDB n'a qu'une certitude à fournir aux policiers. On ne l'a pas enlevé pour des raisons politiques. Tout ceci n'est qu'une affaire de gros sous. Dans le même temps, les forces de l'ordre de Louvain tentent toujours de retrouver Patrick Amers qui s'est évadé il y a 2 ans. Une multitude de contacts potentiels a été mise sur écoute. Et le 14 février 1989, alors que VDB n'a retrouvé la liberté que depuis peu de temps, tout s'accélère. La femme d'un des malfrats de la bande à Amers est prise en filature, des Pays-Bas jusqu'à Metz. Un coup de téléphone échangé avec son mari est à l'origine de l'opération. C'est ainsi que le malfrat se fait pincer en France par la gendarmerie belge. Sur lui, on retrouve une liasse de francs suisses. Par souci de vérification, les forces de l'ordre passent au crible la numérotation des billets. Et bingo! La monnaie correspond à une partie de celle qui a été versée pour la libération de VDB. Pour les gendarmes, le doute n'est plus permis. C'est Patrick Amers et les siens qui sont à l'origine de l'enlèvement. Les gendarmes n'ont plus qu'à tirer le fil. Dans les affaires du bandit qu'ils viennent d'arrêter, ils découvrent un autre indice qui les mène d'abord à Paris, puis au Touquet. Ils mettent ainsi la main sur la villa dans laquelle l'otage a été séquestré pendant plusieurs semaines. Et VDB est emmené sur les lieux quelques jours plus tard. Je viens de dire aux enquêteurs que, bien entendu, je n'ai rien reconnu de cette villa à l'extérieur. Mais il se confirme donc bien que, comme je m'en étais rendu compte, que j'ai marché sur de l'herbe. Mais arrivé dans la maison, il n'y a pas le moindre doute, pas la moindre hésitation. Je suis catégorique, formel. C'est bien là que j'ai passé mes 30 jours de villégiature. Les voisins interrogés sont unanimes. C'est un beau gosse blond qu'ils ont vu pendant 1 mois faire des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Les enquêteurs n'ont dès lors plus qu'un objectif, mettre la main sur Patrick Amers. Les forces de l'ordre, qui n'ont fait que piétiner depuis des années, ont bientôt le vent dans le dos. C'est dans un garde-meuble loué par un proche de Philippe Lacroix, le lieutenant du Grand Blond, qu'ils découvrent une machine à écrire. Dessus, une étiquette. Elle vient de Rio de Janeiro. L'étau se resserre autour des brigands. Mais Rio, c'est grand. C'est très grand. Alors, à la manière d'Hercule Poirot, les gendarmes vont faire fonctionner leur petite cellule grise. Ils savent que le bandit continue à appeler son père de temps en temps pour lui donner des nouvelles. Mais à la fin des années 80, pas de GSM avec des forfaits adaptés. Pour appeler en Belgique, Patrick Amers doit obligatoirement se rendre dans des cabines téléphoniques spéciales. Les relais locaux des enquêteurs se mettent ainsi en planque devant les téléphones internationaux de Rio. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été inspirés. Il ne leur faut que quelques jours pour voir apparaître leur homme, habillé comme une star et prêt à passer un appel téléphonique à sa famille restée au plat pays. Appréhendé le 27 mai 1989, Patrick Amers ne cherche pas à se défendre. Oh, il tente bien de soudoyer les forces de l'ordre brésiliennes, mais en vain. Non, il est cuit. Flamboyant, le Grand Blond accepte de se livrer une interview exclusive à Rio. Et avoue tout. Avez-vous participé notamment à l'enlèvement de l'ancien Premier ministre Paul van den Boeynants? Oui, j'ai participé à l'enlèvement de M. Paul van den Boeynants. J'ai organisé l'affaire, j'ai enlevé M. Paul van den Boeynants, j'ai séquestré M. Paul van den Boeynants. Y avait-il des raisons politiques à cette séquestration? Ah non, aucune raison politique. Les tracts qu'on a trouvés, c'était pour brouiller les pistes. Et pourquoi avez-vous choisi Paul van den Boeynants? Oui, parce que dans le monde belge, par la presse, on a entendu dire que M. Paul van den Boeynants avait une fortune estimée à 2 milliards. Alors forcément, M. Paul van den Boeynants était intéressant. Mais M. Paul van den Boeynants ne possède pas 2 milliards. L'appât du gain, toujours. La condescendance aussi.
Dans cette même conférence, le truand avoue une quarantaine de braquages dans une bonhomie qui interroge. Et combien de coups vous avez fait au total? Je compte sur la police pour me rafraîchir la mémoire parce que j'ai oublié beaucoup d'affaires. Mais si on m'en parle, je pourrais peut-être me souvenir. Certainement, beaucoup. Je ne sais pas, 30, 40, 50. Et principalement des attaques de poste ou des... Les banques, les postes, et alors toute la série des transferts de fonds de Securitas, sauf une dont j'ai 4 témoins sur moi que je n'ai pas faite, où un garde a trouvé la mort par une balle. J'ai jamais compris comment m'accuser de ça. Pour les enquêteurs et la justice de Belgique, ce moment d'anthologie face à la presse est une véritable bénédiction. Le bandit s'est mis à table sans sourciller, avant même son premier interrogatoire. Tout bénef. Cette désinvolture n'est pas anodine chez le Grand Blond. En réalité, il s'est persuadé d'une chose. Jamais le Brésil ne va accepter de l'extrader vers la Belgique. Alors, à quoi bon se cacher derrière des postures? Il ne craint rien. Il est intouchable. De prime abord, il ne se trompe pas. Écroué à Récifé avec sa femme Denise, Patrick Amers n'a pas à se plaindre. La prison qui les accueille ressemble plutôt à un centre de vacances. Mais ça ne va pas durer. Si les négociations étaient âpres, la Belgique et le Brésil parviennent enfin à la surprise générale à un accord d'extradition à la fin mars 1990. Ni une ni deux le 1er avril, comme une mauvaise blague. Le Grand Blond et son épouse quittent l'Amérique du Sud, escortés par l'armée belge. Le malfrat va devoir faire face à la justice de son pays. Les enquêteurs et les juges du royaume n'attendent que ça depuis des années. Lundi 19 avril 1993. Cour d'assises du Brabant. Le beau gosse se retrouve en cage. La cavale des époux Hammer s'est terminée depuis longtemps. Voilà des années que l'ancien ennemi public numéro 1 a été mis hors d'état de nuire. Et pourtant, tout le royaume est suspendu à ce qui se passe là, sous les crépitements des appareils et les vivas des journalistes. Dans un box sous haute protection, Patrick Amers contemple la foule qui se presse devant lui. Pour la Belgique, c'est le procès du siècle qui s'ouvre. Oui, rien que ça. Faut dire que le malfrat fait parler de lui depuis déjà plus d'une décennie. Des braquages, des morts, des cavales à n'en plus finir. Mais l'enlèvement d'un ancien Premier ministre qui l'a fait basculer dans la cour des grands bandits de l'histoire. La justice immuable attend le gaillard au tournant. Plus de 100 000 pièces de procédure ont été produites. L'effervescence qui règne partout ici est loin d'être feinte. Avocats des parties civiles, magistrats, journalistes, badauds, toutes et tous sont venus voir l'homme dont on attend le jugement depuis des lustres. Depuis quelques années, le bandit a perdu de sa superbe. Il n'est déjà plus celui qu'il était. C'est l'ombre de l'ennemi public numéro 1 qui se tient dans ce box cadenassé. Patrick Amers, pourtant, garde au fond des yeux une lueur incandescente. Au fond de lui-même, rien ne semble avoir changé. Au programme du jour, l'ouverture des débats. Comme le reste, ce moment est totalement hors norme. Les avocats de l'accusé, discrètement, informent leurs clients des événements à venir. Monsieur Amers, face aux 338 pages de l'acte d'accusation, la Cour s'est laissé 2 jours complets pour en faire lecture. 2 jours d'audience consacrés au seul acte d'accusation. A-t-on déjà vu ça au pays du roi Baudouin? Certainement pas. Le malfrat ne peut qu'esquisser un sourire de circonstance. Il va devoir prendre son mal en patience, comme tout le monde. Il faut dire que la justice a prévu de mettre les petits plats dans les grands avec son jugement. 5 mois de procès, avant certainement une condamnation exemplaire. De toute façon, avant même de se plonger au cœur de la centaine de cartons regroupant les pièces à conviction,
Avant même d'entendre l'interminable liste des accusations qu'on lui impute, les assises vont devoir désigner 12 jurés et leurs suppléants. Et cela va se révéler être un véritable parcours du combattant. Vous allez faire quelque chose pour être récusé? Vous allez essayer quelque chose? Mais je ne sais pas si vous pouviez me donner le filon pour pouvoir le faire, là, ça m'intéresserait, mais je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas de tactique? Non, aucune. Je pense que ce serait une catastrophe pour moi, ça oui. Mais on va voir. Votre employeur, comment réagit-il? Il a réagi en écrivant une lettre et en disant ce que j'ai comme responsabilité dans l'entreprise. On va voir ce que ça donne. En espérant amadouer le président? J'espère amadouer le président. Juger le grand blond n'est visiblement pas une chose que les justiciables belges prennent à la légère. Tirés au sort, les jurés se dérobent les uns après les autres. La salle d'audience ne peut contenir un éclat de rire lorsqu'une sexagénaire, visiblement tremblante et morte de trouille, s'exclame « Oh, je suis désolé, mais je peux pas laisser mon chien tout seul à la maison. Il ne cesse de hurler quand je suis pas là. » Ben voyons. L'ouverture du procès du siècle n'a donc pas lieu. Las, la Cour lève la séance, reporte la désignation de son jury et plus encore, le début des hostilités. Tout cela finalement est à l'image de la carrière de Patrick Amers. Et les choses ne sont pas près de se tasser. Moins de 2 semaines après l'ouverture manquée du procès du bandit, 2 de ses complices, dont son fidèle lieutenant Philippe Lacroix, font les gros titres. Avec une poignée d'autres, les gaillards se sont procurés des grenades et des armes à feu, assez pour mettre la prison de Saint-Gilles sans dessus-dessous et se tailler. Cette nouvelle évasion de certains membres de la bande à Amers provoque dans toutes les polices du royaume une inquiétude folle. Et si les malfrats tentaient de porter secours à leur chef, encore une fois? Curieusement, il n'en est rien. Non, en réalité, il le lâche. Patrick Amers se retrouve seul face à la justice. De toutes les manières, cet énième coup de force reste sans effet. Lacroix est attrapé par la patrouille très peu de temps après avoir retrouvé la liberté. Le grand blond, lui, n'a pas quitté sa cellule. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il vit mal les derniers événements qui ont joué contre lui. Malin le bougre, n'est pas assez pour échapper cette fois aux griffes de la justice. Il va être jugé. Cela ne fait plus guère de doute. Patrick Amers perd pied. Il entame une grève de la faim pour protester contre son traitement qu'il juge abusif. Son état se dégrade. On l'entend hurler dans sa cellule. Le 13 mai 1993, le gaillard s'enferme. Il empêche les gardiens d'entrer. Ces derniers n'osent pas forcer le passage, de peur d'être attaqués par le prisonnier. Il faut attendre le lendemain, 14 mai, pour qu'une unité spéciale vienne forcer la porte. Patrick Amers est retrouvé pendu à son radiateur avec le fil de son poste radio. Il est mort. Son épouse, Denise Tillac, clame sa révolte. Essayez de vivre simplement 8 jours dans une cellule, faites 3 ans de haute sécurité, avec rien d'autre qu'un poste de télévision, et vous allez comprendre. L'homme qui voulait échapper à la justice ne verra pas son procès, qui s'ouvre sans lui le 6 septembre. Ses complices sont condamnés à la peine de mort, immédiatement commués en peine de prison à vie. Le parcours du grand blond est à bien des égards flamboyant et inhabituel. C'est véritablement le kidnapping de VDB qui l'a fait basculer dans une autre dimension. Un rapt resté célèbre, qui marqua tellement l'opinion qu'il est à l'origine d'un tube. J'ai dit, et je vous l'ai dit comme j'ai dit, parce que je me suis dit la phrase à mi-voix. VDB, tu ne vas pas crever ici. VDB, tu ne vas pas crever. Qui? Évidemment, si je le savais, ce serait facile. Paul Delnoy, l'un des pères de la New Beat, remixa la conférence de presse de l'ancien Premier ministre après sa libération, proposant un titre unique en son genre. Vendu à plus de 50 000 exemplaires en 10 jours à peine, il permit à Paul van den Buynans, tenez-vous bien, de toucher des droits d'auteur. Denise et le fils de Patrick Amers, Kevin,
vivent aujourd'hui une vie normale. Philippe Lacroix, son fidèle lieutenant, est quant à lui devenu professeur des universités après avoir repris des études en prison. Il a retrouvé la liberté en 2004. Patrick Amers, quant à lui, est aujourd'hui un fantôme, un symbole ténu qui hante toujours une partie de notre mémoire collective. Il rappelle qu'à une époque pas si lointaine, le crime pouvait s'infiltrer en un claquement de doigts dans les foyers belges, brouillant ainsi les frontières entre le polar et le réel. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Antoine Charpagne et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.